J'étais au Veldiv, j'avais 9 mois et demi, et cette voix-là, c'était une voix de la révolte, et quelque part, je pense, une voix qui ne voulait pas mourir. Et ben cette voix-là, aujourd'hui, elle est toujours là, ma révolte est toujours là. Ça fait 26 ans que j'ai fait mon alia, je n'ai jamais vécu ça, et pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pas eu peur pour moi, j'ai peur pour notre pays. Arrêtez, asseyons-nous, le pays c'est le nôtre, on n'en a qu'un, il est précieux, on n'en a pas d'autre. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Meïra Barer. Meïra, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Mais c'est pour une bonne cause et c'est pour, d'une certaine manière, exprimer votre sentiment par rapport à ce que l'État d'Israël est en train de vivre. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit un ouvrage qui raconte votre histoire, qui est une histoire tout à fait particulière. Cette histoire d'un bébé qui est sauvé de la rafle du Veldiv, qui est protégé et qui est sauvé pendant toute cette période de la Shoah, qui décide de faire, qui devient adulte et qui vit à Paris en France, vit sa vie et décide il y a de cela 26 ans de faire son alia comme un tison sauvé des flammes, sauvé du feu, pardon. Un ouvrage dont nous avons déjà parlé à de multiples occasions, en particulier autour du Yom HaShoah, qui n'est pas loin, pas si loin, le Yom HaShoah. Et là, vous avez voulu faire entendre votre voix. Pourquoi ? Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il arrive un moment où je me suis dit, mais bon, tout ce qui se passe, c'est quand même quelque chose que... Ça fait 26 ans que j'ai fait mon alia, je n'ai jamais vécu ça, et pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pas eu peur pour moi. J'ai peur pour notre pays. Ce qui se passe, c'est dingue quand même. Il y a cette fracture qu'on n'a jamais connue. À chaque fois, j'ai vécu l'intifada ici, avec les bombes, les autobus qui explosaient tous les jours, les terrasses des cafés, etc. C'était une période horrible. Et j'ai vécu des guerres, j'ai fait des volontariats dans des bases militaires. Le pays était uni contre l'ennemi, notre ennemi. Et là, ce qui se passe, c'est quelque chose je ne comprends pas. C'est notre pays de l'intérieur. On a l'impression qu'il y a deux pays, en fait. Un qui manifeste au nom de dictature et de démocratie, comme si nous, Israël et un pays juif, on allait sombrer là-dedans, et un autre qui veut organiser des réformes qui, d'après ce que j'ai entendu, je ne suis pas politique, je suis pas juriste, mais d'après ce que j'ai entendu, ce sont des réformes sur le fait que tout le monde est à peu près d'accord qu'il fallait faire. Voilà. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas se parler ? Pourquoi est-ce qu'on peut pas, à un moment, se dire que si on fait pas quelque chose, on est en plein délire, on est en plein chaos. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit que peut-être, moi, je peux faire entendre ma petite voix, une voix qui n'a que ce qu'elle représente, à savoir moi, et peut-être d'autres qui ont vécu plus ou moins la même chose, et que, d'une certaine façon, j'ai une responsabilité. Parce que même si j'ai l'âge que j'ai, même justement si je ne suis, et justement parce que je ne suis pas née dans ce pays, j'ai décidé à un moment de ma vie, et quand j'étais pas jeune, de dire c'était ma place. Je voulais revenir à la maison. C'est ce qu'on entend quand les Olim décident à un âge déjà avancé de dire à un moment de leur vie, je veux revenir à la maison. Et on revient à la maison. Et notre maison, c'est ici. Donc quand la maison est en train de brûler, il y a quelque chose qui se passe. Et même si ma voix, c'est une voix qui n'a que la portée qu'elle a, eh ben je me suis autorisée à me dire, j'ai cette responsabilité. Et puis, bon, comme tu l'as rappelé, j'étais au Veldiv, j'avais 9 mois et demi. Et cette voix-là, c'était une voix différente. Évidemment, je ne pouvais pas parler, mais c'était une voix qui venait de l'intérieur. C'était une voix de la révolte. Et quelque part, je pense, une voix qui ne voulait pas mourir. Et ben cette voix-là, aujourd'hui, elle est toujours là. Ma révolte est toujours là. Et voilà, elle porte ce que j'ai envie de dire. Arrêtez, asseyons-nous. Le pays, c'est le nôtre. On n'en a qu'un. Il est précieux. On n'en a pas d'autre. Et c'est ce que j'ai à dire. Voilà. Cette voix, c'est aussi la voix de ceux qui ont connu dans leur existence une période où l'État d'Israël n'existait pas encore. Mais bien sûr! Mais bien sûr, quand l'État d'Israël n'existait pas encore, si l'État d'Israël avait existé, il y a peut-être 6 millions de gens qui sont passés dans les chambres à gaz, qui auraient été sauvés. Si justement il n'y avait pas eu cet État d'Israël qui n'existait pas encore, il y avait eu le sous-mandat britannique, le livre blanc, etc. Toute l'Europe était fermée. Les Juifs étaient pris comme dans une souricière. Et ben là, il était trop tard. Et si l'État d'Israël avait existé, mais les Juifs auraient pu se
se battre, ce qu'ils ont fait après, mais qu'ils n'ont pas pu faire pendant ce temps-là. Donc ils n'ont pas pu partir, ils n'ont pas pu se battre. Et moi j'ai envie de leur dire, à ceux qui sont nés ici, peut-être les deuxième, troisième génération, j'en sais rien. Ou quatrième même. Mais c'est normal pour vous que Israël existe. Vous n'avez jamais connu rien d'autre. Pour vous, c'est normal. Comme on dit en anglais, c'est granted. C'est un dû. Je n'imagine même pas qu'un État juif puisse ne pas exister. Mais si un État juif n'a pas toujours existé, moi j'ai connu le fait qu'un État juif n'existait pas, ma famille a connu le fait qu'un État juif n'existait pas, et j'étais en France pourtant. Je suis né à Paris, je suis né en France, le pays des droits de l'homme, et figurez-vous que ça n'existait pas. Le fait qu'Israël n'existait pas, eh bien, j'étais un bébé de 9 mois et demi, ça n'a pas empêché qu'on m'a raflé avec ma mère, ça n'a pas empêché que c'est uniquement par miracle que j'ai été sauvée, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres enfants, ou même des bébés qui ont été déportés depuis la rafle, depuis Beaune-la-Rolande où mon père a été, 2 fois d'ailleurs, puisqu'il était engagé dans l'armée française comme combattant volontaire, et qu'évidemment il a déposé les armes quand il y a eu l'armistice. Mais des enfants ont été déportés de France. Moi-même, j'ai pas été déportée, comme je vous l'ai dit, par miracle, mais ma nationalité française, elle m'a été enlevée. J'ai été déchue de la nationalité française. Après la guerre, on me l'a rendue. J'ai été pupille de la nation. On m'a rendu ma nationalité française. Alors, Meïra, l'État d'Israël approche de son 75e anniversaire. Et moi j'approche d'avoir 81 balais, faut pas l'oublier. Voilà. À l'âge que j'ai, même si on ne s'en rend pas compte, moi c'est pour ça aussi que j'ai envie de le dire. Peut-être que je vais partir demain. J'en sais rien. Peut-être que je vais sortir de studio et puis boum, je vais avoir une crise cardiaque. On ne vous le souhaite pas, bien entendu. Ouais, d'accord, mais enfin, voilà. Mais 75 ans de l'État d'Israël aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer que ça se fête dans l'atmosphère qui règne actuellement ? Non, je peux pas l'imaginer, mais mais d'un autre côté, je n'arrive pas à concevoir comment, d'abord, on en est arrivé là. Et qu'il y a peut-être ma voix et d'autres vont se faire entendre pour dire stop, réalisez ce qui se passe. On n'a qu'un seul pays, c'est celui-là. Il est précieux. Imaginez qu'il puisse ne pas exister. Attends, il y a des trucs qui, je veux pas être que dans la révolte, mais quand même. Mon premier ministre, il s'appelle Benjamin Netanyahou. Je l'appelle pas Bibi, je suis pas familière avec lui. Mais notre premier ministre est en train de faire une tournée européenne pour essayer de faire prendre conscience que l'Iran, le pays d'Iran, veut nous exterminer, nous, le pays d'Israël. J'ai appris récemment que je savais que des Israéliens vivaient en Allemagne. D'accord ? Bon, c'est leur choix. Ils vivent en Allemagne. Mais il y en a 25 000. Mais j'ai appris aussi qu'ils avaient l'intention, d'ailleurs je ne sais pas si ça s'est fait, je pense que oui, je n'ai pas encore entendu les infos, ils avaient l'intention de manifester contre le premier ministre israélien qui est à Berlin, contre lui, depuis Berlin. Mais on est tombé sur la tête, c'est pas dingue ça ? Des Israéliens juifs qui vivent à Berlin et qui viennent manifester contre le premier ministre israélien qui vient prévenir du danger que représente l'Iran pour le monde, mais surtout pour nous, puisque leur clamation permanente, c'est de vouloir nous anéantir. Et des juifs israéliens sont à Berlin pour manifester contre le premier ministre israélien. Moi, je trouve ça dingue. Qu'on manifeste, d'accord, qu'on fasse le choix d'aller en Allemagne, d'accord, c'est pas bien. Je vais te dire, j'ai jamais foutu les pieds en Allemagne, moi. Jamais. Je n'ai jamais foutu les pieds en Allemagne. Je sais qu'évidemment les générations ont passé. Je sais que des Allemands vivent ici, j'en ai rencontré, qui ont fait le choix de venir comme volontaires vivre en Israël pour montrer que ce qui s'était passé avec nous, ils voulaient réparer et qu'ils étaient dans ce chemin-là. Et je trouve ça tout à fait honorable et très bien. Mais que des juifs israéliens, eux, partent à Berlin et manifestent contre notre premier ministre. Écoute, je suis à nouveau dans la révolte. Désolé. Pour terminer, encore une fois, que doit-on faire ? Donnez-nous une feuille de route pour essayer de préserver cet État d'Israël. Une feuille de route, non, pas une feuille de route, mais la responsabilité que nous portons tous. Nous avons la responsabilité envers les générations qui nous ont précédés, d'accord ? Et qui ont payé de leur sang, de leur histoire, pour que ce pays existe.
Ça, nous avons cette responsabilité envers les générations qui nous ont précédées, en particulier la mienne et ma famille, et voilà. Et nous avons un devoir de responsabilité envers ceux qui, aujourd'hui, veulent vivre en Israël, veulent venir depuis la France en particulier pour vivre dans ce pays qui est pour eux l'espoir, une vie autre. Et nous portons une responsabilité et un devoir. Toutes les générations d'ici, depuis ici, nous avons un devoir de responsabilité envers ceux qui nous ont précédés, envers ceux qui sont là aujourd'hui et ceux qui attendent pour venir ici dans leur maison. Eh bien, Meïra, le message, je l'espère, est passé. En tout cas, il était très clairement exprimé et avec beaucoup à la fois d'émotion et on va dire de force. Merci beaucoup, Meïra Barrer. Encore un mot? Oui, encore un mot pour dire que mon livre dont tu as parlé tout à l'heure et qui est connu. On le voit à l'antenne. La traduction en hébreu vient d'être terminée et justement, j'ai voulu qu'elle soit faite en hébreu et pas en anglais, par exemple, parce que je vis dans ce pays, j'ai fait le choix de vivre dans ce pays et je veux que les Israéliens sachent ce qui s'est passé pour ceux qui étaient en France, les enfants à ce moment-là, et pas seulement quand on a fait le choix de venir vivre en Israël depuis plus de 25 ans. Alors voilà, on pourrait tirer comme un tison ardent sauvé du feu aujourd'hui et toujours actif. Merci beaucoup Meïra d'être venu ce matin dans notre studio et de nous avoir fait partager ce message qui, je l'espère, sera écouté, un message qui vient du cœur et qui, je l'espère, rentrera dans le cœur de nos auditeurs. Merci beaucoup. Je l'espère aussi.